plusieurs blessés assez légèrement côté vigiles, notamment des vigiles qui ont glissé dans l'eau qui s'avait répandue par terre. Il y a un gars qui vient vers nous, qui nous montre une plaie, là au niveau du poignet. On lui demande comment il a fait ça, il dit qu'il a été mordu par un vigile. Le 24 mai 2024, alors que TotalEnergies tient son assemblée générale dans le quartier de la Défense à Paris, environ 400 militants écologistes débarquent devant le bâtiment où les actionnaires du groupe pétrolier se sont retrouvés. Le but, organiser une action coup de poing pour dénoncer les activités jugées écocidaires de la multinationale. Présent ce jour-là, Julien s'était porté volontaire pour être street medic. Fabrice, quant à lui, était simplement venu manifester son soutien aux autres militants. Je me suis rendu à cette action avec mon matériel de street medic, on dit. Du coup, des choses pour me protéger moi si besoin et surtout des choses pour soigner d'autres personnes. J'étais avec un petit groupe de personnes et assez rapidement, on a eu l'info qu'on n'allait pas aller à l'AG de Total parce qu'il y avait beaucoup trop de policiers là-bas. Et donc, on s'est déployé sur ce qu'on nous a présenté comme le plan B, qui était donc le bâtiment d'Amundi, où il y avait leur AG, et Amundi étant un des financeurs principaux de TotalEnergies. Quand nous sommes arrivés à Amundi, on était environ 400 à 500 personnes. Moi, j'étais dans une partie dont le but c'était de décharger simplement des cartons de camions pour faire des festivités. On était là sans aucune dégradation, sans aucune violence, on est resté à l'extérieur. L'immense majorité des gens que j'ai vus autour de moi étaient dans cette attitude. Alors que Fabrice reste à l'extérieur, Julien, de son côté, accompagne une centaine de militants qui poussent pour rentrer dans le bâtiment d'Amundi et se retrouvent face à une dizaine de vigiles. S'ensuivent alors des échanges soutenus entre vigiles et militants. J'essaie de me positionner à un endroit où je suis au plus près des personnes qui risquent d'être blessées pour pouvoir les secourir, en essayant de moi éviter de me faire prendre dans l'espèce de mêlée qu'il y a à ce moment-là avec des vigiles qui arrachent des outils de la main de militants, militantes. Il y a eu plusieurs blessés assez légèrement côté vigiles, notamment des vigiles qui ont glissé dans l'eau qui s'avait répandue par terre. Il y a un gars qui vient vers nous, qui nous montre une plaie, là au niveau du poignet. On lui demande comment il a fait ça, il dit qu'il a été mordu par un vigile. Il y en a un autre qui a été mordu par un vigile et beaucoup plus gravement, à tel point qu'il a été évacué par un des autres collègues médics et il a été amené à l'hôpital où il a subi une opération tout de suite parce que les nerfs étaient endommagés et il a vraiment failli perdre la fonctionnalité de son pouce. Julien et les militants qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment rejoignent ceux restés à l'extérieur, dont Fabrice. Retour au calme, l'ambiance est plutôt festive. Dehors, pas de trace des forces de l'ordre, mais ça ne dure pas. Petit à petit, il commence à faire un peu un périmètre autour de nous et du coup, c'est à ce moment-là où la NAS commence. J'étais plutôt devant la NAS, à côté des policiers, avec d'autres militants assis par terre. Les policiers nous tenaient de manière relativement serrée. Une NAS 400 et 500 personnes et une NAS 400-500 personnes à 50. On avait un peu d'eau quand même, parce qu'on était là pour rester un temps. Les gens avaient un peu à manger, mais de quoi grignoter en fait. Pas du tout de quoi tenir un siège ou quoi que ce soit. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant qu'il a envie d'uriner. Et du coup, je sais qu'on a des bouteilles vides. On met en place quelque chose d'un peu discret tout au milieu de la NAS, avec un système de bouteilles que je laisse à votre imagination. Et du coup, là, pareil, je me dis, on va où en fait? On a déployé une bâche. Et donc, il y avait une bâche qui était sur le côté de la foule. Et donc, tout le monde, pendant 8 heures, est allé uriner derrière cette bâche. Les policiers étaient juste de l'autre côté. On était dans une espèce de no man's land temporel. Fabrice, lui aussi, va faire l'expérience d'un no man's land temporel, mais un peu différent. Le militant, lui aussi nassé, est sommé de monter à bord d'un bus vers 18h30 avec 50 autres personnes. Nous avons été assez rapidement emmenés au nord de Paris, d'abord auprès d'un premier commissariat qui ne nous a pas pris, puis à côté du commissariat de Bobigny, et où nous sommes garés, et là, une longue attente a commencé. Voilà, on est dans le bus, il y a une cinquantaine de personnes, ça fait 3 heures qu'on est là, c'est notre seule voie d'aération. Une chaleur épouvantable. Il pouvait y avoir une climatisation, mais ça voulait dire rallumer le moteur qui faisait chauffer l'arrière du bus, insupportable, donc il fallait arrêter. Pas d'eau. Au bout d'un moment, nous avons pu négocier à ce qu'ils prennent dans nos sacs les gourdes qui restaient. Nous avons eu droit à peu près 1,5 litre d'eau pour 50 personnes. Les conditions étaient insalubres, c'est-à-dire qu'au fond du bus, il y avait un petit trou pour uriner au regard de tout le monde. Comme le bus était un peu penché, il y avait une flaque d'urine. Il y a une femme qui avait ses règles. Enfin, vous imaginez l'ambiance. Autour de moi, il y a eu 2 malaises. On était dans un lieu en dehors du temps, en dehors du droit. À un moment donné, une gradée nous a demandé s'il y a des personnes qui se sentaient mal. On a tous répondu ensemble. Nous nous sentons toutes et tous mal.
Fabrice est ensuite emmené au commissariat de Bobigny, où il est soumis à une fouille intégrale, puis placé en cellule. Il est finalement libéré le lendemain matin, vers 9h30. Julien, lui, resté devant le bâtiment d'Amundi, a pu rentrer chez lui le soir même, raccompagné par des policiers jusqu'au métro. Le 20 mai dernier, 80 militants présents ce jour-là, accompagnés de 6 ONG, ont décidé de porter plainte contre l'État français auprès des Nations Unies et de son rapporteur spécial sur les défenseurs de l'environnement, Michel Forst. Une procédure extrajudiciaire pour alerter sur les pratiques de la police et de la justice française vis-à-vis des militants écologistes. En parallèle, plusieurs plaintes ont aussi été déposées auprès de l'IGPN. J'ai beaucoup hésité à porter plainte. J'ai peur que mon nom se retrouve dans un fichier et qu'il m'arrive des bricoles derrière. Mais là, c'était tellement énorme, tellement disproportionné qu'on est un certain nombre à se dire, en fait, ce qui arrive, c'est pas normal. Et quand vous ne comprenez plus ce qui se passe, quand vous avez une machine en face de vous qui ne respecte aucun droit, tout le monde a peur. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de cela? Comment témoigner? Si je porte plainte avec d'autres, c'est justement pour dire non, on ne peut pas aller plus loin. Il y a un recours légal, je le prends. Au final, 220 personnes ont été interpellées et 215 ont été placées en garde à vue. Tandis qu'Amundi a déposé de son côté 3 plaintes pour dégradation.